Merci Isabelle pour cette introduction et merci à tous et à toutes de vous être joints à ce webinaire aujourd'hui. Donc, je suis effectivement Stéphane Jacob, donc le directeur du développement commercial de Maileva. Je vais commencer par présenter en 2 mots qui on est, mais de manière très rapide. Et ensuite, je ferai un focus sur les bénéfices de la dématérialisation, en particulier des flux documentaires au sein des entreprises, avec plusieurs exemples et des cas concrets, j'espère, qui vous parleront. Et puis, on fera également un focus un peu plus appuyé sur un sujet qui nous concerne tous dans des délais relativement brefs, qui est le passage à la facture électronique, qui est un sujet de dématérialisation documentaire parmi d'autres, mais qui a une importance extrêmement forte dans les mois qui viennent, et en particulier avec l'échéance de septembre 2026. Voilà. Alors, donc, en 2 mots, qui est Maileva et quelle est la structure qu'on représente aujourd'hui, donc Michael et moi. Donc, nous sommes une filiale de DocaPost. DocaPost est, on va dire, l'entité, la filiale numérique du groupe La Poste. Donc, DocaPost, c'est à peu près un peu plus de 6000 personnes, à peu près 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, donc à l'intérieur du groupe La Poste. Maileva, en particulier, a été créé en 2002, comporte aujourd'hui 150 collaborateurs. On a environ 80 000 utilisateurs sur nos solutions. On va réaliser en 2025 un chiffre d'affaires de l'ordre de 68 millions d'euros et on bénéficie d'un certain nombre de certifications, de normes NF, AFNOR, ISO, et puis de normes environnementales autour de tout ce qui est RSE, notamment des matériaux ou des matières FSC, etc. Voilà, donc en 2 mots, qui est Maileva. Alors, si on regarde ce qu'on propose en termes de solutions. Donc, on met à disposition de nos clients une plateforme SaaS, donc une plateforme Internet, d'envoi et également de réception, demain avec la facture électronique, de documents dits sensibles. Donc, l'utilisation de nos services permet à nos clients, donc à nos 80 000 utilisateurs, d'envoyer à travers donc, cette plateforme du courrier simple, du courrier recommandé physique. Donc, les deux ont la particularité d'avoir un point d'entrée numérique avec l'utilisation d'une plateforme, mais au bout du bout, une production physique avec des usines qui fabriquent ces courriers. Et on fait également du recommandé 100% électronique, du bulletin de paye 100% électronique, qui est versé dans des coffres-forts Digipost, et puis de la facture électronique, j'y reviendrai un peu plus longuement ensuite. Alors ça, c'est pas on propose une gamme de services plus large que ça. Là, j'ai volontairement fait une synthèse sur, on va dire, nos activités principales. Donc, en synthèse, Maileva, c'est un éditeur de solutions digitales, 100% française, hein, tout est absolument fait et hébergé en France chez nous depuis plus de 20 ans. Et on est donc spécialisé dans la dématérialisation des flux documentaires sensibles. Donc, bulletin de paye, facture, courrier, information client, relance, etc. Alors, juste 2-3 mots en introduction de contexte dans lequel, ou des éléments de contexte dans lesquels cette dématérialisation est poussée par des éléments réglementaires, des éléments techniques, des éléments de sécurité, et comment la dématérialisation et l'optimisation documentaire font finalement partie aujourd'hui du paysage. Alors, depuis de plus en plus, même si ça fait de nombreuses années que ça existe, mais ce sera de plus en plus le cas demain. Alors déjà, si on regarde les aspects réglementaires, on est en fait poussé, la dématérialisation est poussée par un certain nombre de règlements ou d'évolutions légales ou législatives. Donc j'en ai mis quelques exemples ici. En 2000, il y a eu la définition de tout ce qui tournait autour et ce qu'était une signature électronique pour entériner le fait qu'une signature électronique était équivalente à une signature manuscrite qu'on connaissait depuis l'Antiquité peut-être. En 2014, des règlements européens ont précisé ce qu'était une lettre recommandée électronique et à quelles caractéristiques elle devrait répondre pour avoir l'équivalence avec une lettre recommandée papier. En 2017, on a dans le cadre des lois travail, ce qu'on a appelé l'opt-out pour le bulletin de paye dématérialisé, c'est-à-dire que depuis 2017, un salarié qui souhaite ne pas recevoir son bulletin de paye dématérialisé doit le manifester de manière expresse. S'il ne dit rien, l'employeur est autorisé à lui envoyer son bulletin de paye dématérialisé sans plus d'accord que ça de la part du salarié. En 2022, il y a la fameuse réforme sur la facture électronique qui verra son application en 2026 via donc les plateformes agréées qu'on a appelées jusqu'à il y a peu des PDP.
Et puis en 2024, si certains d'entre vous sont dans le domaine de l'immobilier et de la gestion ou de l'administration de biens en particulier, les convocations aux assemblées générales de copropriété peuvent maintenant se faire également par voie électronique, par défaut, sauf avis contraire explicite de la part du copropriétaire concerné. Vous voyez, donc on a tous les 3-4 ans une évolution, et encore il y en a beaucoup plus que ça, là c'est vraiment une synthèse, une évolution réglementaire qui pousse à la dématérialisation ou à la numérisation en fait des flux documentaires quels qu'ils soient. On a également en parallèle une explosion très forte des masses de données qui sont générées chaque jour. On parle de 400 milliards de messages qui sont générés chaque jour dans le monde et 150 zeta-octets de données qui ont été créés dans le monde en 2024. Alors, zeta-octet, c'est 10 puissance 21 pour ceux qui se rappellent de leur cours de maths. Donc, c'est 21 zéros après. Donc, vous voyez un peu cette masse absolument considérable de données qui sont créées en permanence. Et il y a un autre facteur qui est la mutation, on va dire, du transfert et de l'envoi de documents vers plutôt un envoi et la génération de flux de données. Typiquement, la facture électronique, historiquement, c'est un document PDF dans lequel on a des données. De plus en plus, cette notion de document va progressivement s'effacer au profit d'un transfert du contenu, en fait, de cette facture, c'est-à-dire des données qui y figurent. Et ce qui va être assez notable dans le cadre en particulier de cette réforme, c'est que on va avoir affaire à des flux de documents, mais l'important, en particulier pour l'administration fiscale, ça va être la collecte des données de facturation qui sont intégrées dans ces documents, plus que les documents eux-mêmes. Et on a aussi comme ça une espèce de mutation qui va s'opérer progressivement, où la notion de document va progressivement s'effacer derrière la notion de transfert de données. Et enfin, la sécurité. Alors, Gwenaël y reviendra évidemment plus en détail après, mais on a affaire tous les jours à de risques, à de multiples risques liés à des fuites de données, des factures falsifiées, des contrats qui peuvent être interceptés, des emails qui comportent des pièges, et puis des faux documents, des faux RIB, des courriers recommandés non conformes, etc., qu'on peut voir voilà, partir un peu dans tous les sens. La solution, c'est de se doter évidemment de solutions de protection, et puis de choisir dans le cadre de ces recherches, de partenaires de confiance. Alors, si on regarde maintenant deux aspects majeurs, on va dire, des bénéfices de la dématérialisation documentaire et des exigences de conformité qu'on a par rapport en particulier à toutes les réglementations que j'évoquais juste avant. On a en fait deux grands cas de figure principaux. Soit la conformité au règlement est une obligation, typiquement la facture électronique, c'est-à-dire que on vit depuis peut-être 2000 ans avec des factures ou des documents comptables sous diverses formes papier. Tout ça va devenir électronique de manière obligatoire à partir de septembre 26 et septembre 27. Dans ce cas-là, le bénéfice, quand évidemment on utilise ces solutions ou qu'on passe à la facture dématérialisée, c'est d'éviter les sanctions qui accompagneront ceux qui continueraient à fonctionner comme avant, et puis de rester compatible avec l'environnement dans lequel on évolue, avec ses clients, ses fournisseurs, ses partenaires, etc., etc. On ne peut pas rester tout seul à ne pas être dans la vague. Et deuxième cas de figure, la conformité n'est pas une obligation, mais peut représenter une opportunité. Typiquement, le bulletin de paye dématérialisé. Le bulletin de paye électronique, ce n'est pas obligatoire. Personne n'oblige les entreprises à passer au bulletin de paye électronique. Par contre, les entreprises qui font ce choix-là réalisent des économies, améliorent leur processus interne, améliorent la satisfaction globale de leurs utilisateurs et de leurs destinataires, c'est-à-dire de leurs salariés, et puis font également en parallèle, évidemment, des progrès dans le domaine du RSE, qui sont des indicateurs de plus en plus regardés par ailleurs. Je vais prendre trois cas de figure autour donc du courrier recommandé ou courrier simple, du bulletin de paye électronique et de la facture électronique pour regarder un petit peu entre une situation avant d'être passé à la dématérialisation et après être passé à la dématérialisation, ce qu'on gagne et les bénéfices qu'on peut réaliser. Si on parle du courrier simple et recommandé en ligne, donc tant qu'on n'est pas passé à cette dématérialisation de l'émission de ces courriers, on gère dans son entreprise des stocks de papier, de consommables, de cartouches d'encre. On a probablement du matériel, des machines à affranchir, des imprimantes, des machines de mise sous pli dans certains cas, qui occupent des mètres carrés, qui nécessitent des manipulations manuelles de manière voilà, assez fastidieuse et pas très valorisante, on va dire. Et puis, on a accès à des tarifs d'affranchissement postal qui sont des tarifs standards. Si on passe à un processus de digitalisation, alors comme le propose Maileva, évidemment, mais également d'autres confrères à nous, hein, bien entendu,
Évidemment, on limite ou on réduit ou on fait disparaître complètement ces stocks, ces matériels. On réalise des économies sur l'affranchissement qui sont là, plus les tarifs standards, mais qui sont des tarifs préférentiels sans condition de volume avec 30 à 40 % de remise sur le prix du timbre. On passe un temps évidemment beaucoup plus court à déposer des fichiers pour envoi sur une interface web plutôt que de fabriquer soi-même ces courriers à la main. Et puis, on bénéficie de services associés, c'est-à-dire, par exemple, une plus grande traçabilité de ces courriers. On sait à qui on a envoyé tel courrier à telle date. Et puis, quand il s'agit de courriers recommandés, on a un historique et puis une conservation, un archivage de toutes les preuves liées à ce courrier recommandé, la preuve de dépôt, la preuve de contenu, et puis l'avis de réception électronique dont on bénéficie, auquel on accède très rapidement sur une interface web de manière extrêmement simple. Voilà, donc ça, c'est l'externalisation du courrier qu'on appelle le courrier en ligne, pour faire simple et recommandé. Alors, de nombreuses entreprises, évidemment, utilisent déjà ces systèmes-là, mais c'est loin d'être la totalité. Énormément d'entreprises continuent à fonctionner avec des modes manuels physiques internes. Si on regarde maintenant le bulletin de paye électronique, j'en ai un petit peu parlé avant, donc même histoire, hein, on a des stocks de papier, on fait de l'impression manuelle, et puis on peut avoir un certain délai entre le moment où le bulletin de paye est émis par le système de paye et le moment où il arrive entre les mains du salarié, soit parce qu'on l'envoie par courrier, soit parce qu'on le remet de la main à la main. Et les salariés n'étant pas forcément tout le temps, toujours au bureau, tous les jours, il peut y avoir quelques jours de décalage entre le moment où le bulletin est émis et le moment où il est reçu. Le processus digital permet encore une fois de limiter tous ces stocks matériels, de limiter les manipulations, d'envoyer d'un seul coup, si vous avez 10, 100, 1000 salariés, c'est un peu la même histoire, vous faites 2 clics et tous les bulletins partent d'un coup. En électronique ou en version papier pour les quelques salariés qui souhaiteraient rester avec ce mode-là, et vous avez une réception à J ou J+1 en fonction de l'heure à laquelle vous faites l'envoi dans la journée, de l'ensemble des salariés, et les salariés reçoivent leur bulletin de paye dans le coffre-fort Digipost, qui est par ailleurs le numéro 1 du marché avec 12 millions d'utilisateurs, et ce bulletin est archivé donc 50 ans dans ce coffre Digipost, et le coffre Digipost lui-même propose de nombreux services autres que la réception du bulletin de paye. Voilà, donc ça, c'est aussi la vie avant, la vie après, dans le cadre d'un bulletin de paye électronique. Et pour la facture électronique, voilà, c'est encore autre chose. On a évidemment tout ce qu'on évite en papier consommable, impression, etc., pour l'émission de ces factures. On évite également, et demain ce sera un des conséquences de la réforme, les factures seront beaucoup plus homogènes qu'elles ne sont aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vos factures fournisseurs, vous les recevez, il n'y en a pas de pareilles, elles ne se ressemblent pas, elles ont toutes des caractéristiques particulières, etc. Demain, tout ça va être rendu beaucoup plus homogène. Voilà. Aujourd'hui, vous faites de la saisie manuelle de vos factures fournisseurs. Demain, tout ça sera évidemment automatisé. Et puis, de toute façon, avant septembre 26 pour la réception et septembre 27 pour les petites entreprises, l'émission sera également obligatoire sous peine cette fois-ci de sanctions et d'amendes qui ont déjà été annoncées par l'administration fiscale. Et quand vous êtes passé évidemment à ce processus digital de gestion des factures électroniques, vous êtes conforme en 2026, donc à la réforme de 2022, vous avez une réception normée sur un espace web unique de toutes vos factures fournisseurs. Vos envois de factures vers vos clients sont évidemment simplifiés. Et puis, vous avez encore une fois des services de traçabilité, une vision d'ensemble qui vous est donnée. Je voulais, avant de faire un focus un peu plus précis sur la facture électronique, vous donner quelques illustrations des différentes manières dont les services de Maileva peuvent être utilisés dans vos entreprises. En fonction de vos organisations, de la nature de vos utilisateurs, du métier, est-ce que c'est RH, compta, etc., communication, relations clients, voilà, quels sont les services concernés au sein des entreprises, on peut proposer différentes natures d'interfaces qui permettent d'utiliser plus simplement le service. Alors, j'en ai précisé 4 ici, vous en avez 2 sur cette première page. Donc la première, c'est l'interface maileva.com. Bon, c'est tout simple, c'est le site web qui correspond à des dépôts de fichiers manuels avec des scénarios d'envoi pour automatiser quand même des envois, mais relativement simples, qui vous permet donc de déclencher des envois, d'avoir un suivi, une administration de référentiel, en particulier le référentiel salarié pour les bulletins de paie électroniques, et qui vous permettra demain de recevoir vos factures électroniques. Le deuxième niveau, un peu plus pointu,
ce qu'on appelle Maileva Expert. Ce sont des interfaces web dédiées avec des scénarios plus complexes. Alors, un scénario plus complexe, ça peut être par exemple l'insertion dynamique d'un fond de page en fonction si vous avez plusieurs entités dans votre structure, en fonction de l'émetteur ou de la société ou du service émetteur de vos communications, vous pouvez avoir un automatisme qui va insérer un fond de page différent. Vous pouvez avoir des workflows de validation, avant envoi par exemple, ou en réception. Vous pouvez avoir des collectes de données à l'intérieur de bases de données qui vont enrichir les documents. Voilà, vous pouvez pousser, on va dire, plus loin avec Maileva Expert l'automatisation que ce n'est le cas avec simplement la plateforme web. Tout le monde n'a pas forcément besoin de ces automatismes-là, mais ils sont disponibles. Et ensuite, on a deux autres modes. Alors, on a la chance d'être référencé dans le store Microsoft et de rendre Maileva ou les scénarios d'usage de Maileva disponibles à partir de Teams ou de Word 365. Donc, il y a une application qui se télécharge très simplement depuis le store Microsoft à partir de Teams, par exemple. Vous téléchargez l'applicatif, vous souscrivez un contrat Maileva et vous pouvez à partir de là utiliser Maileva dans le store, à partir de Teams. Ça, c'est très important pour peut-être les structures un peu plus grosses qui ont de nombreux utilisateurs. Et puis enfin, on a une connexion par API, donc on a un catalogue API qui est ouvert et à l'ensemble, enfin à tout le monde, hein, les documentations API sont disponibles en ligne et permettent soit un éditeur de logiciels, soit une entreprise qui dispose un petit peu de ressources informatiques en interne, de se connecter directement à Maileva en se passant finalement des interfaces Maileva, mais en utilisant les propres interfaces de ses propres outils qu'elle aurait elle-même développés ou pour les partenaires éditeurs avec lesquels elle travaille, par exemple, qui permet d'utiliser Maileva, je dirais, d'une autre manière, plus proche, on va dire, de l'usage et des outils qui sont déjà en place dans les entreprises. Voilà donc les 4 moyens principaux, on va dire, de se connecter et d'utiliser Maileva. Parfait. Juste avant de poursuivre, peut-être il y avait une question. Oui, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais il est possible, hein, on parlait d'interactivité tout à l'heure, de poser des questions, voilà, et d'y répondre directement. Donc, quel sera le montant des pénalités que tu évoquais tout à l'heure? Alors, bon, c'est pas des pénalités extraordinaires, mais qui peuvent monter très vite. Je crois qu'on commence par 500 € de retard sur le premier mois. On doit passer à 1 000 € au bout de 3 mois. Et ensuite, cette amende est récurrente, c'est-à-dire qu'elle va se reproduire tant que la conformité ne sera pas avérée. Ça peut aller en effet assez vite. Alors, justement, l'iFacture en 2026. Alors, juste des éléments de calendrier. Alors, je pense que tout le monde les connaît, mais ça peut être quand même utile de bien rappeler tout ça. Donc, au 1er septembre 2026, les ETI et les grandes entreprises devront émettre toutes leurs factures B2B en mode électronique de manière obligatoire. Le 1er septembre 2027, donc un an plus tard, cette obligation sera élargie à l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille. Donc, PME, TPE, professionnels, etc. Auto-entrepreneurs, enfin bref, tout le monde. Et en parallèle, au 1er septembre 2026, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, devront être en capacité à recevoir les factures électroniques qui leur seront envoyées par les entreprises qui, elles, sont soumises à l'obligation de le faire. Donc, ça veut dire que votre PME, qui n'est peut-être pas dès septembre 2026 obligée d'émettre ses factures en électronique, recevra de toute façon des factures électroniques de ses fournisseurs. J'ai mis Enedis ou Orange, mais évidemment, ça peut être n'importe qui, puisque eux seront obligés d'envoyer leurs factures en électronique. Et puis, également, même si ce n'est pas obligatoire, de nombreuses PME pourront passer à la facture électronique en avance de phase par rapport à l'obligation. Donc, le nombre de factures électroniques reçues ne va faire qu'augmenter à partir du 1er septembre 2026. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, devront être dans l'obligation avant septembre 2026 de choisir une plateforme agréée qu'on appelait jusqu'à encore il y a peu PDP,
de manière obligatoire pour recevoir ces factures électroniques. Les factures de vos fournisseurs étrangers ne sont pas concernées. Et puis, pour les clients B2C ou étrangers, on est dans le cadre d'un autre aspect de la réforme qu'on appelle le e-reporting. On ne va pas rentrer dedans là, parce que l'idée, ce n'est pas non plus de faire un cours détaillé sur le sujet, hein, mais voilà. Sachez que ce que je vais évoquer ici concerne principalement la facturation entre entreprises, donc B2B. Alors, comment une entreprise, du coup, se rend-elle conforme à la réglementation? Alors, la première chose, c'est de choisir une plateforme agréée. Donc, il y en a environ, à ce jour, une centaine qui ont reçu un agrément de l'État, un agrément préalable, on va dire, hein, pour développer toute la partie informatique qui est nécessaire et se connecter à la plateforme centrale de l'État. Sur cette centaine, bon, on n'est pas évidemment sûr que tout arrive au bout, ça c'est clair. Chez DocaPost, en tout cas, on a évidemment un agrément pour avoir une plateforme qui sera la plateforme DocaPost, voilà, à laquelle Maileva sera connecté pour fournir les services de facturation électronique. Donc la première chose, c'est que toutes les entreprises devront choisir une plateforme agréée en signant ce qu'on appelle un mandat. Je vous montrerai j'en ai un formulaire juste après, je vous montrerai à quoi il ressemble, qui va vous permettre d'avoir un numéro qui sera votre numéro officiel, on va dire, d'adhérent à la plateforme agréée. Alors, ce numéro, il est assez simple, hein, c'est une concaténation entre votre SIREN, le SIREN de la plateforme agréée que vous avez choisi, la date à laquelle vous avez signé le mandat et le rang si vous avez plusieurs SIRET ou plusieurs entités, dont vous aurez un rang 01, 02, 03, etc. Voilà, donc ça, c'est le numéro qui vous sera donné. Il sera unique, évidemment, et définitif, et il vous permettra d'être inscrit donc, sous ce numéro-là dans l'annuaire officiel de toutes les entreprises raccordées à des plateformes agréées. Les questions à se poser, donc, entre maintenant et le premier trimestre 2026, hein, je pense qu'il faut vraiment pas traîner, c'est est-ce que vos outils comptables existants intègrent des fonctionnalités de facturation électronique? On va dire la quasi-totalité des éditeurs, évidemment, s'est mis à jour sur ces domaines-là. Est-ce que ça gère la réception et l'émission des factures? Est-ce que ça gère les deux aspects? C'est quand même une question importante. Ensuite, est-ce que la version, vous savez que les logiciels évoluent en permanence avec des versions qui se succèdent, est-ce que la version que vous avez aujourd'hui est celle qui est compatible et qui intègre ces fonctionnalités? Ou est-ce que l'éditeur va vous faire passer à une version plus récente pour pouvoir en bénéficier? Et si oui, dans quel délai, à quel coût, avec quelles contraintes? Ensuite, votre expert comptable, si vous en avez un, qu'est-ce qu'il vous propose dans ce domaine-là? Les experts comptables seront évidemment en grande partie en première ligne par rapport à ces aspects de facturation électronique. Et puis enfin, si il est nécessaire pour vous de choisir un prestataire en dehors de votre éditeur de logiciel et en dehors de votre expert comptable parce que ce qu'il propose n'est pas suffisant et ne couvre pas tous les besoins, choisir un prestataire, alors ça peut être évidemment Maileva ou d'autres, alors, quelles sont les questions à se poser? Est-ce que c'est un prestataire de confiance? Quel accompagnement il propose? Quelle référence ou quel historique, évidemment, il est capable de mettre en avant? On a mangé avec Jérôme la semaine dernière ensemble. Vous pouvez couper le micro, s'il vous plaît? Désactiver le micro, voilà. Merci. Voilà. Quelles sont les fonctionnalités, évidemment, puisque autant la plateforme agréée doit répondre à un cahier des charges extrêmement précis fixé par l'État, ou la DGFiP en tout cas, autant les fonctionnalités des opérateurs de dématérialisation comme Eleva par exemple peuvent être effectivement différentes d'un opérateur à l'autre. Et donc, vous pouvez avoir des choix fonctionnels qui vous plaisent plus ou moins chez l'un ou chez l'autre. Et évidemment, veillez au positionnement prix et, voilà. Et au budget, vous êtes prêt à y investir. Alors, quelques mots. Donc, je vais me focaliser plutôt sur la réception des factures électroniques puisque c'est le premier caractère obligatoire donc en septembre 2026. Alors, recevoir une facture électronique, ça veut dire quoi? Alors déjà,
savoir que c'est un processus qui va être extrêmement normé en amont, puisque les fournisseurs qui vous enverront ces factures électroniques devront utiliser, alors il y a 3 formats qui sont autorisés par l'administration fiscale. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un peu technique, mais en tout cas, les factures auront toutes les mêmes contenus, en tout cas, porteront toutes des données identiques. La réglementation impose d'avoir une petite trentaine de mémoire de champs avec des données obligatoires, et donc toutes les factures qui sont reçues pour être conformes devront être identiques sur ce plan-là. Donc ça veut dire que on passe, comme je le disais un peu plus tôt, d'un monde où vous recevez des tas de factures, il n'y en a pas de pareil, à quelque chose qui est extrêmement normé et standardisé, pour être comprise et interprétée par les plateformes agréées et par l'opérateur de dématérialisation qui y est accolé. La plateforme que vous aurez choisie, donc par exemple celle de Maileva, DocaPost, saura afficher les factures qui vous sont destinées. Ça, c'est important. C'est-à-dire que pour en fait vous mettre en conformité, il y a un truc tout simple. Vous adhérez à Maileva, vous vous connectez à la plateforme, vous vous identifiez avec le numéro de mandat, évidemment, qu'on vous aura attribué préalablement, et puis à partir de là, toutes les factures électroniques que vous recevrez automatiquement s'afficheront sur cette plateforme. Pour adhérer, c'est finalement relativement simple. Il y a la signature d'un mandat, donc qui est un document normé par l'État auprès de l'opérateur de plateforme agréée que vous aurez choisi, donc Maileva par exemple, qui va se faire l'intermédiaire entre vous et l'administration pour enregistrer votre demande d'identification. Donc, ce sera un formulaire qui sera en ligne avec quelques éléments de preuve à apporter, cabis, bref, quand même que n'importe qui puisse pas immatriculer n'importe quelle société, évidemment. Donc, le processus, on va dire, de signature de ce mandat-là sera assez cadré. Nous, on l'ouvrira à partir d'avril 2026 et d'ici là, on peut déjà enregistrer vos prédemandes. Une fois que ce mandat d'adhésion à la plateforme agréée est signé, il faut souscrire en parallèle un abonnement auprès de Maileva, donc à partir de 140 € par an pour accéder à l'ensemble de la plateforme de service qui vous permet d'envoyer des courriers simples, des courriers recommandés, etc., comme je l'évoquais au début, auquel on ajoute un module à partir de 19 € par mois pour être en capacité à recevoir des factures électroniques et à faire en sorte que les factures électroniques que vous recevez soient affichées sur la plateforme, accompagnées de ce qu'on appelle le cycle de vie de la facture. Alors, ces services de 19 € par mois, il inclut quoi? Il inclut évidemment la connexion et donc la compatibilité par rapport à la réforme. Donc, il dispense de payer les amendes que j'évoquais juste avant. Il intègre 50 factures par mois. Et si vous êtes à 60, 70 ou plus, vous avez un prix unitaire à la facture supplémentaire ou vous pouvez passer au forfait plus élevé. Après, à voir en fonction du nombre de factures que vous recevez. Ces factures bénéficient évidemment d'une conformité avec la réforme, c'est-à-dire d'un archivage électronique à vocation probatoire pendant 10 ans. Vous bénéficiez également du suivi de cycle de vie de la facture. J'ai un petit schéma qui explique en quoi ça consiste un petit peu après. Donc, est-ce que vos factures ont été reçues, validées, payées, ce qui vous permet par ailleurs de mieux gérer votre trésorerie et d'être alerté sur des impayés éventuels et de pouvoir organiser le recouvrement en conséquence. Et puis, vous avez évidemment accès à l'annuaire de plateforme agréée qui recense l'intégralité des entreprises qui y sont immatriculées. Voilà. Donc, pour faire simple, cette réforme peut se traduire dans les faits par quelque chose de relativement simple, c'est-à-dire l'adhésion à une plateforme, la signature d'un mandat, la souscription auprès d'un opérateur qui va proposer donc un certain nombre de services. Et puis, à partir de là, le reste, je dirais, c'est comme avant. C'est-à-dire que vous recevez vos factures par ce biais-là, vos factures fournisseurs, leur validation, leur mise en paiement, etc., restent identiques à vos processus internes actuels. Il n'y a pas de révolution de ce côté-là. Alors, Stéphane, oui. Par contre, si on imagine qu'en septembre 2026, certaines entreprises n'ont pas encore fait le choix
justement d'une plateforme agréée, qu'est-ce qu'il peut se passer? Est-ce qu'elles ont quand même le moyen de récupérer leurs factures à partir d'un portail unique? Non, non. Alors ça avait été une option envisagée par l'État, mais sur laquelle ils sont revenus. Donc aujourd'hui, le seul moyen de recevoir ces factures de manière électronique est de passer par l'intermédiaire d'une plateforme agréée. D'accord. Il y a, je crois, une liste de toutes les plateformes agréées qui est disponible sur le site Oui, impôt.gouv. oui, le site oui, absolument. Site de la DGFiP, oui, tout à fait. Alors, il faut aussi savoir que ces plateformes, elles peuvent être assez différentes les unes des autres. Il y en a qui sont éditées par les éditeurs de logiciels, justement. Il y en a qui sont édités par des pure players, c'est-à-dire des gens qui arrivent sur le marché avec l'ambition de devenir un opérateur de facture, ce qui n'était pas du tout avant. Il y en a, comme celle de DocaPost par exemple. DocaPost opère depuis les années 90, je crois, dans le domaine de la facture électronique, et donc gère des centaines de millions de factures par an, donc est un acteur, j'allais dire, historique, pour lequel le passage à la plateforme agréée est quelque chose d'assez naturel. Après, certaines de ces plateformes ne vont s'adresser qu'à des grandes entreprises ou à des très grandes entreprises qui brassent des volumes de factures extrêmement importants. Toutes ne seront pas forcément en capacité à proposer des services pour les PME. Oui. Donc il y a aussi ce critère-là à prendre en compte dans son choix. Beaucoup de plateformes se sont lancées sur le marché plutôt avec une volonté d'attaquer du grand compte et voilà, des gens qui brassent des volumes très importants de factures. Et pour les TPE, notamment. Voilà, exactement. Donc, alors effectivement, il y a des acteurs tels que les banques aussi, visiblement, qui commencent à proposer, voilà, notamment. Et puis, bien sûr, se rapprocher de son comptable aussi, parfois. Voilà, ça peut être une solution. Alors, le comptable peut lui-même avoir fait le choix d'une solution pour l'ensemble de ses clients, ou vous pouvez vous faire le choix d'une solution, donner les accès à votre comptable pour qu'il puisse continuer à gérer l'émission et la réception de factures en votre nom, mais à partir des outils que vous aurez choisis. Voilà, il y a plusieurs possibilités, évidemment, de fonctionnement. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet? Je ne les vois pas forcément sur mon écran. Non. Moi, je pense que, alors, c'est vrai qu'on parle de contraintes, effectivement, c'en est une, mais il y a peut-être aussi, quelques points positifs face à ça qu'il faut relever aussi. Bien entendu. Alors, là, vous voyez s'afficher le fameux mandat dont je parlais tout à l'heure. Je ne vais pas rester dessus très longtemps, mais en gros, voilà le document qui vous permet de vous enrôler, de vous immatriculer auprès de l'administration fiscale, donc via un opérateur de plateforme pour avoir votre numéro de mandat, voilà, qui est le Graal qui vous permet de rentrer dans le système. Ensuite, alors voilà, j'y viens. Recevoir une facture électronique, ça veut dire quoi? Ça veut dire voir s'afficher alors ici j'ai mis une copie d'écran simulée, évidemment, d'un espace client, donc d'une PME qui reçoit des factures électroniques et qui les voit s'afficher sur son écran. Donc vous voyez la grande simplicité, en fait, et je pense que le bénéfice de la réception des factures électroniques va être principalement là. C'est-à-dire que vous avez sur un seul canal et un seul écran l'intégralité des factures que vous recevez rangées avec strictement le même aperçu. Vous pouvez, donc vous avez la date de la facture, le numéro, le destinataire, donc qui est votre numéro de sirène, le format. Parmi les trois, ici c'est facture X, mais bon, je ne rentre pas dans la technique, le statut de la facture en réception, et puis son cycle de vie. Elle est mise à disposition, elle a été approuvée ou elle a été refusée. Ouais. Vous avez comme ça des choix, alors soit qui sont faits automatiquement en amont, par exemple une facture qui n'est pas conforme sera refusée sans que vous n'ayez rien à faire. Si par contre une facture ne vous convient pas, parce que c'est parce que vous aviez convenu, les prix ne sont pas les bons, je ne sais pas quoi, évidemment, vous pouvez la refuser, l'information remonte par la plateforme. Une fois que la facture est approuvée, vous pouvez la mettre en paiement dans vos systèmes et évidemment, vous pouvez, avec le petit bouton à droite, télécharger et visualiser au format PDF l'ensemble des factures que vous recevez, quel que soit le format selon lequel elles ont été émises. Et vous aurez quelque chose de très homogène. Donc, le bénéfice, il est que finalement,
on va passer beaucoup moins de temps à gérer ces factures fournisseurs demain que ça n'était le cas hier, grâce à cette centralisation, cette homogénéisation de tous ces traitements où tout va converger dans une espèce d'entonnoir et finalement tout arrivera par le même canal et de manière extrêmement homogène. Donc, je ne vais pas vous dire le pourcentage de temps que ça fait gagner, parce que je pense que c'est variable et puis ce sera un peu aléatoire, mais considérez que de toute façon, le premier bénéfice, ce sera un gain de temps considérable dans la gestion des factures entrantes. Deuxièmement, une meilleure visibilité, traçabilité, comme je le disais tout à l'heure, de pas forcément rechercher en permanence, ah oui, cette facture-là voulait dire quoi, par rapport à quoi, pourquoi elle est présentée comme ci ou comme ça. Là, vous aurez une grande homogénéité et vous aurez derrière un circuit de validation et de mise en paiement qui sera d'autant simplifié. La plateforme que vous voyez ici, vous voyez en haut, c'est le bouton fournisseur qui s'affiche. Le bouton client, c'est-à-dire les facteurs que vous émettez de manière électronique vers vos clients quand vous y serez obligé en 2027 ou avant même si vous le souhaitez. Voilà, vous aurez quelque chose qui ressemblera à ça, mais côté émission de facture client. Bon, là, on est dans un exemple, hein, c'est l'exemple d'un outil. C'est l'exemple d'un outil qui est celui de Maileva. Voilà, il peut y en avoir d'autres, effectivement. Il peut y en avoir d'autres avec d'autres présentations, d'autres codes couleurs, d'autres fonctionnalités, etc. Mais dans les grandes lignes, bon, je pense que tout ça sera relativement standardisé. Alors, je vais terminer puisque le temps de parole est bientôt terminé. Alors oui, je voulais juste vous montrer en 2 mots ce qu'on appelle le cycle de vie, c'est-à-dire alors tout ce qui est visible ou pas d'ailleurs dans le cycle de vie d'une facture, avant que ça arrive chez vous, que ce soit validé et que ce soit payé, vous avez un certain nombre d'étapes, certaines automatiques, d'autres manuelles à votre charge qui vont se dérouler. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que la plateforme vous donnera aussi une vision extrêmement précise et claire de là où on en est dans le traitement de ces factures. Donc ça, c'est pour la réception des factures fournisseurs et pour l'émission des factures vers vos clients. C'est plus simple d'ailleurs. Voilà, vous aurez déposé vos factures sur la plateforme. Elles seront rejetées parce que pas conformes. Par exemple, le montant de la TVA n'est pas cohérent avec le montant TTC. Des motifs de rejet, parce qu'il y a également énormément de contrôles qui seront faits de manière automatisée sur ces factures, qui vont aussi vous permettre de gagner du temps par rapport au fait d'être obligé de recalculer ou je ne sais pas quoi par des factures qui jusque-là, là, ce sera vraiment rejeté à l'origine et vous aurez tout de suite une info pour expliquant le problème. Alors, je voulais juste terminer par voilà, les coordonnées. Donc, si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez le faire donc par l'intermédiaire de notre site maileva.com. Vous avez un bouton qui s'appelle Nous contacter, qui ressemble exactement à celui-là en bleu. Vous cliquez dessus, vous avez un petit formulaire, vous remplissez vos coordonnées, vous faites une synthèse de ce que vous souhaitez, et puis on vous recontacte dans les meilleurs délais. Voilà. Merci. Alors, il y avait... oui. C'était pas directement une question, mais il y avait une remarque, voilà, en disant que moi je dépose mes factures donc sur un outil qui s'appelle Tolia, sur Chorus, sur Beware et je ne paye pas. Voilà. Donc les clients donnent juste une référence. Oui, tout à fait. Alors Chorus Pro, c'est un peu la facture électronique d'il y a 5 ans pour le secteur public. Donc finalement, beaucoup d'entreprises sont déjà passées à l'émission des factures électroniques. Alors tout ça, effectivement, alors gratuit ou pas, hein, même pour déposer sur Chorus, on peut passer par un prestataire, notamment Maileva, qui également permet de déposer en masse des factures sur Chorus. On a énormément de clients qui nous utilisent pour ça aussi, quand on ne veut pas le faire à la main individuellement. Mais Chorus reste en l'état. Chorus va rester. Par contre, tout ce qui est facturation secteur privé, donc comme il n'y aura pas l'équivalent du dépôt manuel individualisé sur Chorus en direct, puisque l'État est revenu encore une fois sur cette option, l'intermédiation d'un prestataire sera obligatoire et donc il n'y aura pas le choix que de passer par un prestataire, Maileva ou un autre, pour avoir accès à la plateforme agréée permettant d'émettre et de recevoir des factures électroniques. Donc la gratuité, effectivement, va disparaître sur ce plan-là. Alors, si aujourd'hui j'ai un outil de comptabilité notamment, mais qui n'est pas plateforme agréée, oui. Donc lui, par contre, peut
travailler avec une plateforme agréée, en l'occurrence. Alors, dans ce cas-là, il devient juste opérateur de dématérialisation. Oui, alors ça veut dire qu'il faut que l'outil en question se connecte à une plateforme. Enfin, à la limite, c'est transparent pour l'utilisateur. Oui. Voilà, il faut que l'outil, de son côté, fasse des développements techniques, etc., pour se rendre compatible. Alors, certains, évidemment, ont fait le choix, d'autres pas. Après, c'est à voir avec l'éditeur de l'outil. D'accord. Dans tous les cas, le conseil que l'on peut donner à chacun, c'est quand même de se renseigner soit auprès de son fournisseur d'outils de comptabilité ou de gestion, ou que ce soit un outil tel qu'un ERP ou une GED, voilà, ou encore via son comptable C'est qui ça, peut aussi l'orienter. exactement. La première chose à faire, c'est de se renseigner auprès des éditeurs des outils dont on dispose. Voilà. Et de son expert comptable s'il y en a. Merci beaucoup. Donc, je crois qu'il n'y a pas de questions plus que ça. Alors, on aura quand même toujours un petit temps d'échange à la fin, ou s'il y a encore des questions complémentaires, hein, on pourra revenir dessus. Donc, bien, je vais inviter. Alors, Gwenaëlle, tu es là? Oui, je suis là. Oui. J'ai eu un petit souci réseau, mais je suis revenue. Et normalement, je partage la présentation. Est-ce que c'est tout bon pour tout le monde? Très bien. Oui, Ouais, on la voit très ça bien. marche. Merci beaucoup. Ok, top. Et ben donc, merci à toi Isabelle et bonjour à tous. Donc, je suis Gwenaëlle Martinet, donc je suis également de DocaPost. DocaPost qui a été brièvement présenté par Stéphane juste avant. Donc, DocaPost, filiale à 100% du groupe La Poste. Donc, ça nous donne un ADN assez profond sur l'intérêt général, le sens du service public. Et Pardon? Non, je crois que c'est quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Je vous invite tous à couper vos micros, hein. Merci. Et donc DocaPost, filiale à 100% du groupe La Poste, et donc on s'inscrit dans la confiance numérique. On aide nos clients dans leur transformation numérique. Et donc ce que je vais évoquer maintenant avec vous, c'est plutôt des questions de cybersécurité qui sont aussi au cœur de la confiance numérique, autour de la protection des données et de l'activité. L'idée étant Hop, voilà, c'est compliqué. L'idée étant, de protéger l'activité et de comprendre ce qu'est la cybersécurité, de comprendre ce que sont les cyberattaques, pour essayer d'un peu de démystifier tout ça et de faire comprendre comment est-ce qu'on a une chance de se sécuriser, parce que tout ça n'est pas complètement vain. Donc, la première chose, ce serait déjà de revenir sur les menaces, ce qu'on appelle les cybermenaces, donc les menaces dans l'environnement numérique, comme un risque réel pour toutes les entreprises. J'entends souvent, je ne suis pas concernée, je suis une petite boîte, je risque rien, personne ne va s'intéresser à moi. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les attaquants s'intéressent à absolument tout, et s'intéresse de plus en plus à toutes les petites boîtes. Même si vous avez l'impression finalement de ne pas être concerné, d'être une toute petite société dans votre coin, vous manipulez des données, vous avez une activité qui peut intéresser les attaquants. Parce que toute donnée a une valeur. Ces données permettent, une fois qu'elles sont volées, d'être utilisées pour refaire en cascade des attaques, par exemple du phishing un peu orienté, on reviendra sur le phishing après, de revendre des données, de faire une fraude au président, etc. Donc, vous avez des données d'intérêt, et un attaquant qui réussit à rentrer chez vous, il trouve un intérêt pour gagner de l'argent. Son seul objectif, c'est de gagner de l'argent. Je ne vous parle pas d'espionnage étatique, je ne vous parle pas d'espionnage industriel, je ne vous parle pas de choses qui, finalement, effectivement, vont aller concerner des très grosses industries ou des industries stratégiques pour la sécurité nationale. Là, je vous parle simplement de cybercriminalité, c'est de l'escroquerie. Comme vous aviez de l'escroquerie avec des gens qui viennent frapper à votre porte pour essayer de rentrer dans la maison, et bien là, c'est de l'escroquerie pure et simple pour chercher à gagner de l'argent. Alors, un petit peu au départ d'explication de texte, finalement, sur des mots que vous pouvez entendre un peu partout, ce qu'est un ransomware, par exemple.
Alors, un ransomware, on l'appelle aussi rançongiciel. C'est un petit logiciel malveillant qui s'installe sur votre poste de travail et qui va rendre votre poste de travail inutilisable en quittant les données, en chiffrant les données, c'est-à-dire en les rendant illisibles, et donc vous ne pouvez plus travailler. Et l'objectif de l'attaquant en faisant ça, c'est de vous demander une rançon pour récupérer vos données, évidemment, ce qui lui permet de gagner de l'argent. Alors, petit aparté, on ne paye pas les rançons. Même si parfois c'est très tentant, même si parfois on se dit il y a besoin de payer parce que je perds 10 000 € par jour, on me demande une rançon de 50 000 €, je vais payer, ce sera plus rentable. Non, on ne paye pas. Parce qu'en payant des rançons, on paye de l'escroquerie, on paye des cybercriminels, on participe au financement de plein de choses pas très propres. Et en plus de ça, on n'est pas sûr de retrouver ces données. Ça reste des escrocs en face. Et l'escroquerie, faut pas lui faire confiance. Donc, ils vous promettent de vous rendre vos données. C'est pas forcément le cas. Vos données, ils les ont déjà revendues ailleurs, hein, donc ils peuvent vous les rendre aussi, mais enfin, ils les ont déjà revendues, ils les ont déjà exploitées. Et en plus, vous allez être catégorisé comme bon payeur, avec le risque qu'un attaquant revienne et réinfecte votre système d'information, rechiffre vos données, les re-rende votre système d'information inutilisable et vous redemande une rançon qui sera encore plus chère. Donc, on ne paye pas les rançons. Donc ça, c'était les ransomware ou les rançongiciels. Le phishing, c'est une technique d'entrée dans un système d'information. C'est un mail que vous allez recevoir qui se fait passer pour Microsoft, qui se fait passer pour le paiement des amendes, qui se fait passer pour Mondial Relay, qui se fait passer pour plein d'émetteurs qui peuvent vous paraître légitimes et qui ne le sont pas. C'est de l'usurpation d'identité pour essayer de vous faire cliquer sur ce mail, de vous faire cliquer sur un lien qui va vous rediriger vers quelque chose pour tenter de vous faire donner un identifiant, un mot de passe, un numéro de carte bleue ou des informations quelles qu'elles soient, ou d'exploiter une vulnérabilité. Une fois que vous avez cliqué, vous pouvez autoriser certains logiciels à s'installer. Donc ça, c'est une technique d'intrusion qui permet de prendre le contrôle de votre système d'information. Et puis enfin, une chose dont vous pouvez entendre parler, c'est la fraude au président. La fraude au président, c'est quoi? C'est une fois que vous avez un attaquant qui est rentré dans votre système d'information par une technique de phishing, par exemple, il a récupéré un login, un mot de passe, donc il se logue sur le système d'information. L'attaquant va chercher à comprendre où il est et se faire passer pour le dirigeant en donnant un ordre, par exemple au comptable, en disant merci en urgence de faire ce virement de 20 000 € sur le RIB en pièces jointes. C'est pour un client. C'est urgentissime, c'est pour un fournisseur, c'est pour débloquer un problème à un endroit. Voilà, ils vont s'adapter à votre contexte, votre environnement d'entreprise, se faire passer pour vous, pour le dirigeant, pour tenter finalement d'obtenir un virement. Donc ça, c'est des techniques assez habituelles, c'était pour remettre un petit peu de vocabulaire autour de tout ça. Les conséquences pour votre activité, elles sont diverses et variées. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais essentiellement, vous avez des données qui ont de la valeur, donc vous pouvez les perdre. Si vous perdez vos données, vous ne fonctionnez plus. Si vous perdez les données personnelles de vos clients, de vos fournisseurs, de vos salariés, vous avez une responsabilité juridique. Il faut faire une déclaration à la CNIL. Vous êtes responsable derrière en cascade de tout ce qui va en être fait, de vos salariés qui sont appelés par un faux conseiller bancaire qui cherche à avoir leurs identifiants de banque. Voilà, vous avez cette responsabilité juridique associée au vol et aux pertes de données, et cette perte de données entraîne une paralysie de l'activité, un arrêt de la production selon votre activité, des commandes qui ne peuvent plus être honorées, un camion qui arrive pour livrer quelque chose, vous ne savez pas ce que c'est, des salaires que vous ne pouvez plus verser, donc du chômage technique, etc., etc. Et puis évidemment, associé à ça, on a de l'atteinte à la réputation, une perte de confiance de vos clients envers vous parce que vous n'avez pas été capable de garder vos données, de les manipuler avec sécurité, une perte de confiance de vos fournisseurs, de votre banque, de vos assureurs qui effectivement se disent il y a un risque. Parce qu'une cyberattaque, ça a des conséquences et une des premières conséquences est de faire tomber une activité complètement. Il y a des PME qui mettent la clé sous la porte à cause d'une cyberattaque. Donc tout ça, ce sont des risques qu'il faut savoir prendre en compte et en tant que dirigeant de société, vous avez votre responsabilité dans la prise en compte de ces risques.
Alors, j'aime bien décrire ce qu'est une cyberattaque parce que ça permet derrière de comprendre comment résonne un attaquant et donc de comprendre comment on a une chance de se protéger. Donc ça schématise grosso modo votre système d'information, que vous soyez petit ou gros, ça peut se schématiser comme ça. C'est-à-dire, vous avez des ordinateurs qui sont connectés à un nœud central. Ce nœud central, il peut être chez vous, il peut être chez un prestataire informatique, il peut être dans le cloud, il peut être physique, il peut être virtuel. Mais voilà, vous avez des ordinateurs, des applications, métiers, des téléphones, des tablettes qui travaillent en réseau pour travailler sur des données communes qui vont être situées sur un serveur commun. Et à l'extérieur, vous avez des attaquants. Et ces attaquants vont chercher à rentrer par plein de moyens. Et ils vont finir par y arriver. Ils vont finir par y arriver avec du phishing, comme on en a parlé, avec l'exploitation d'une vulnérabilité ou d'un mauvais paramétrage. Par exemple, vous avez un site web qui est mal paramétré, qui va lui permettre de rentrer et d'accéder derrière, par exemple, à la base de contacts, à la base de clients, à rebondir sur un CRM, etc., etc. Ils peuvent avoir piraté votre compte parce que votre login et votre mot de passe ont été compromis quelque part. Donc, via une erreur, qu'elle soit humaine ou technique, vous avez un attaquant qui réussit à rentrer sur une des machines de ce réseau. Et là, ce n'est que le début de l'attaque. Et là, vous ne voyez toujours pas l'attaquant. En fait, il y a toute une phase au début où l'attaquant, il va naviguer dans le système d'information en étant extrêmement discret. Parce que cet attaquant, il cherche à comprendre où il est, il cherche à comprendre qui vous êtes, il cherche à comprendre comment vous fonctionnez, et il cherche à comprendre ce qu'il y a à récupérer d'un point de vue financier. Et une fois qu'il va avoir fait ça, l'attaque peut être visible. Une fois qu'il a trouvé qui vous êtes, ce qu'il va pouvoir faire, à ce moment-là, si c'est un rançongiciel par exemple, à ce moment-là, vous avez un écran noir, vous avez tous les PC qui s'éteignent et on vous demande une rançon. Et là, c'est très visible. Mais il y a eu toute une période avant qui était extrêmement discrète. Ou alors l'attaquant, il peut décider de voler les données, de repartir et vous ne l'avez jamais vu et vous ne vous rendez pas compte que vous avez subi une cyberattaque. Pourtant, vous avez perdu des données. Donc, il y a toute forme de cyberattaques qui sont possibles et la forme qui est la plus visuelle, la plus médiatique, parce que la plus impressionnante, c'est la forme du rançongiciel avec les écrans noirs. Mais il y a tout un panel autre qu'il faut prendre en compte parce que ça a aussi des conséquences si vous perdez des données, si vous avez des services qui ne sont plus assurés. Et donc, la perspective face à ça, elle doit rester positive. Le message à passer, c'est vraiment que la protection, ça fonctionne. Pourquoi les cyberattaquants aujourd'hui, ils vont attaquer des petites PME? C'est pour plein de raisons, mais une des raisons, c'est que les très très grosses structures sont de plus en plus sécurisées. Et donc, le petit criminel, il n'a plus les moyens de rentrer dans une grosse structure. Ça lui demanderait une compétence technique qu'il n'a pas, ça lui demanderait des moyens financiers qu'il n'a pas, ça lui demanderait une adaptation technique qu'il n'a pas. Et donc, tout ça, ça engendre une cybercriminalité qui se focalise aujourd'hui sur les petites structures, sur les PME, les petites collectivités territoriales, les associations, toutes les toutes petites structures qui vont avoir quelque chose qui peut intéresser un cyberattaquant. Et donc, pour se protéger, il faut avoir une prise de conscience des risques, et ce webinaire fait partie de la prise de conscience nécessaire. Il faut avoir une attention constante sur ce qu'on fait, et il faut avoir une connaissance des bonnes pratiques. Et il faut avoir mis en place les solutions qui vous permettent de vous protéger. La prise de conscience, c'est important, mais on ne doit pas s'arrêter là. Ça doit se décliner en une mise en place de solutions pour se protéger. Parce que l'attaquant, il ne va pas s'arrêter parce que vous êtes conscient. L'attaquant, il va s'arrêter parce qu'il est arrêté par des outils qui l'empêchent d'aller plus loin. Et donc, il va falloir distinguer les bonnes pratiques. Il va falloir connaître les bonnes pratiques pour savoir finalement quoi faire. Et on distingue deux choses. On va distinguer les bonnes pratiques que vous pouvez mettre en place en tant qu'utilisateur. En tant qu'utilisateur final, comme n'importe quel utilisateur dans votre société, n'importe quel salarié, vous avez une responsabilité pour faire les choses correctement et pour être attentif à ce que vous faites. Et puis après, on va distinguer ce qui doit être mis en place par les dirigeants d'entreprise. Les dirigeants d'entreprise qui ont cette responsabilité de faire travailler leur personnel en toute sécurité, de protéger leurs clients, leurs fournisseurs, leurs salariés, leur activité. Faire en sorte que l'activité perdure, qu'elle ne tombe pas simplement parce que quelqu'un a cliqué sur un mail. Okay ? Donc, on va distinguer ces deux choses-là.
Alors, la première chose, ça va être les bonnes pratiques des utilisateurs. Qu'est-ce que peut faire tout un chacun quand il manipule du numérique? La première des choses, c'est les mots de passe. Aujourd'hui, le premier vecteur d'intrusion, d'exploitation de vulnérabilité, de faille, pour rentrer dans un système d'information, c'est un mot de passe faible ou une prise de contrôle du système par un login mot de passe qui a fuité quelque part. Donc ça engendre deux choses. Ça engendre que les mots de passe doivent être forts, c'est-à-dire qu'ils doivent être solides. C'est pas votre prénom, c'est pas votre date de naissance, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est pas tout ça. C'est des choses qui sont complexes et c'est des choses qui ne sont non réutilisées. Quand il y a une fuite de données dans des grands groupes, à la Fnac, chez Free, chez Bouygues Télécom, chez Darty, chez Truffaut, chez tous ces grands groupes-là que je ne cible pas, hein, ils ont subi des cyberattaques qui ont conduit à la perte d'identifiants mot de passe. Il ne faut pas que la perte de mon identifiant mot de passe dans un de ces groupes que j'ai cités, ou d'autres, implique un risque sur mon activité professionnelle. Quand je suis inscrite chez Truffaut, c'est pour commander des bégonias, c'est pas pour mettre en danger mon activité professionnelle. Et donc, la perte d'un identifiant d'un côté, qui n'est pas maîtrisé, c'est-à-dire que vous ne maîtrisez pas, finalement, quand vous vous inscrivez sur un site internet grand public, à titre personnel, vous ne maîtrisez pas la sécurité. Voilà, les grands groupes font ce qu'ils peuvent, ils mettent en place plein de choses, mais ils peuvent subir une cyberattaque. Donc, ces logins et ces mots de passe peuvent être perdus. Ça ne doit pas impliquer une difficulté à titre professionnel. Donc, on différencie les mondes, on sépare les mondes, pro et perso, pour pas que une attaque sur l'un entraîne un problème sur l'autre. Après, il ne faut pas cliquer sur des liens douteux. Vous recevez un mail bizarre, écoutez-vous. Que ce soit un mail ou que ce soit une application, vous avez un bon copain qui vous a conseillé une super application pour aller gérer votre comptabilité, vos RH, vos notes de frais, etc. C'est peut-être très très bien. Mais si la seule manière d'aller le télécharger, c'est sur un site douteux avec des pop-up qui s'ouvrent de partout, des images qu'on ne voudrait pas voir, de la pub un peu étrange, on ne clique pas là-dessus. On ne va pas télécharger des choses là-dessus. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'hygiène informatique. On fait attention à ce qu'on fait. Et si vous avez un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Voilà, j'aime bien dire ça. Quand il y a un doute, faites-vous confiance, c'est qu'il n'y a pas de doute. Vous ne faites pas. Et puis évidemment, vous ne partagez pas d'informations sensibles par téléphone, par SMS. Si vous avez une demande pressante par téléphone, un mail avec un caractère d'urgence qui n'est pas habituel, posez-vous des questions. Utilisez un autre canal pour confirmer l'urgence de la situation ou l'importance de la situation. L'exemple typique, c'est la banque qui vous appelle. En se faisant, c'est pas la banque, c'est le service fraude de votre banque. Donc, c'est pas le numéro de téléphone habituel. Et c'est avec un caractère d'urgence extrêmement étrange. Voilà. Pour soi-disant arrêter un prélèvement qui va être fait sur votre compte. Et on va aller comme ça vous demander un identifiant, un mot de passe pour tout de suite arrêter ce prélèvement. Non. La banque n'a pas besoin de votre identifiant et de votre mot de passe pour arrêter un prélèvement sur votre compte. C'est son travail. Donc voilà, il faut. Alors évidemment, c'est très facile à dire quand on est au calme là, mais les attaquants, hein, ils ont un pouvoir psychologique assez important qui fait que vous allez douter. Mais voilà, il faut en être conscient en amont pour avoir une chance de bien réagir le jour où ça arrive. Donc tout ça, c'est ce qui vous permet en tant qu'utilisateur de bien réagir pour diminuer le risque lié aux erreurs humaines. Mais j'aime bien dire que les erreurs humaines, il ne faut pas leur mettre tout sur le dos. On reste des humains, il y aura toujours des erreurs humaines. On est tous capables à un moment de la journée de cliquer sur un truc louche. Parce qu'on est fatigué, parce que c'est urgent, parce que ça a été bien fait, pour plein de raisons, bonnes ou mauvaises, mais on reste des humains qui faisons des erreurs. En revanche, il n'est pas normal qu'une activité, que l'activité d'une société ne repose que sur le fait que jamais personne ne clique sur un lien douteux. Ça ne marche pas. Et votre activité, si vous êtes dirigeant d'entreprise, vous ne pouvez pas vous dire qu'elle peut tomber du jour au lendemain parce que l'un de vos salariés, l'un de vos collaborateurs a cliqué sur un truc. Ça n'a pas le même poids. Et
Pourquoi ça ne peut pas arriver? Pourquoi c'est pas normal que ça arrive? Parce qu'il existe des outils pour vous protéger de ce genre d'attaque. Parce que le mail sur lequel un collaborateur peut avoir cliqué, le problème, c'est pas tellement qu'il clique dessus, le problème, c'est que le mail lui arrive. Et il faut empêcher ce mail de lui arriver. Et il existe des outils extrêmement efficaces pour ça. Et ça, c'est la responsabilité du dirigeant. Et donc, il faut protéger l'activité. Ça ne doit pas reposer sur l'absence d'erreurs humaines. Il y aura toujours des erreurs humaines. Et donc, en tant que dirigeant, si c'est votre rôle, en tant que directeur informatique, si c'est votre rôle, en tant que responsable d'une activité dans votre société, vous devez vous poser la question, qu'est-ce qui doit être mis en place pour protéger cette activité? Finalement, on peut distinguer plusieurs choses. Je vais en citer quelques-unes là, il y en a tout un tas d'autres après. La première des choses, c'est sauvegarder vos données. La donnée, c'est ce qui est le plus important dans une société. C'est ce qui permet de redémarrer. C'est ce qui permet de ne pas arrêter complètement l'activité. C'est ce qui permet de sauver l'activité. Parce qu'on garde sa base client, parce qu'on garde ses propriétés intellectuelles, parce qu'on garde tout son paramétrage de son système de production, parce qu'on garde tout l'historique qui est important. Et selon votre activité, ces données sont différentes. Et là, c'est à vous d'identifier ces données-là. Et ensuite, de les sauvegarder. Et de les sauvegarder en toute sécurité. La sauvegarde sécurisée, c'est quoi? C'est une sauvegarde qui n'est pas sur une clé USB faite le vendredi soir. Ça marche une fois, deux fois, ça ne marche pas sur le long terme. Une sauvegarde sécurisée, c'est quelque chose qui permet tous les jours de sauvegarder les données, de les mettre au chaud sur un autre site parce que vous êtes vulnérable à une cyberattaque, mais vous êtes aussi vulnérable à une inondation, à un incendie, à un cambriolage, à une perte de PC. Donc ces données, il faut les sauvegarder ailleurs. Et il faut les rendre inaccessibles aux attaquants et il faut les rendre non modifiables par l'attaquant, pour que l'attaquant ne puisse pas les prendre, mais ne puisse pas non plus les modifier. S'il ne peut pas les modifier, il ne peut pas les chiffrer. Donc, face à un rançongiciel, vous ne risquez rien. C'est ça la solution. Donc, il faut sauvegarder de manière sécurisée toutes vos données. Ensuite, il faut faire des choses qui vont empêcher les attaquants de faire leur œuvre. La première, c'est superviser les équipements de travail. Il faut bloquer tout ce qui est malveillant avant que ça ne bloque votre activité. Dans ce qu'on a vu tout à l'heure dans le rôle de l'attaquant, là, on comprend que l'attaquant, il navigue un peu sur tous les postes de travail. Et donc, quand il fait ça, en fait, il laisse des traces. Il essaye d'être discret. Mais on sait le détecter. On sait voir qu'il y a des processus qui sont bizarres. Et donc, on sait superviser les postes de travail pour arrêter ces processus malveillants avant qu'ils n'entrent en action. Et donc, il faut profiter de ce temps-là pour nettoyer et pour être sûr que finalement, ce que vous allez arrêter sur le poste de travail, c'est tout ce qui est malveillant pour être sûr que vous pouvez continuer à travailler. Ensuite, il faut filtrer les mails, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Empêcher les mails malveillants d'arriver jusqu'aux boîtes mail pour que vous puissiez traiter vos mails en toute sécurité, en toute sérénité. Donc, on enlève ce qui est frauduleux, évidemment, on enlève ce qui est malveillant, on enlève ce qui est dangereux, on enlève aussi ce qui est indésirable, le spam, la pub non désirée, etc., etc. Et puis, il faut gérer les accès. Je vous le disais tout à l'heure, login mot de passe, c'est la première source de vulnérabilité sur un système d'information. Mais c'est bien joli de dire, il vous faut des mots de passe forts, il vous en faut des différents partout, etc. Mais comme on reste humain, on a du mal à les retenir. Donc, il faut finalement des outils pour nous permettre de stocker tous ces mots de passe. C'est des outils qui sont aujourd'hui assez habituels. On utilise tous le gestionnaire de mots de passe de notre navigateur. Donc ça, c'est très très bien. C'est une première étape qui permet d'avoir des mots de passe forts. Mais l'étape d'après, c'est d'avoir un gestionnaire qui soit sécurisé. Parce qu'aujourd'hui, un attaquant qui rentre sur votre système d'information, il a accès à votre gestionnaire de mots de passe dans le navigateur. Parce qu'il n'est pas protégé. Et donc finalement, l'attaquant, il a accès à tous vos mots de passe. Et donc, il faut vraiment protéger ces mots de passe face à une menace cybercriminelle et donc protéger avec un mot de passe que vous devrez retenir, mais vous ne devrez en retenir qu'un, c'est celui-là. C'est ce qui vous permet d'accéder à tout le reste. Et donc ça, c'est un gestionnaire un petit peu différent de celui que vous utilisez aujourd'hui. Donc ça, c'est les 4 éléments essentiels. Mais on peut en imaginer plein d'autres. Et selon votre activité, il y a des choses qui sont plus ou moins pertinentes. On peut par exemple imaginer de filtrer la navigation.
La navigation Internet, ça veut dire quoi? Ça veut dire empêcher les salariés d'aller faire des trucs pas propres au travail. Hein. Il y a des choses qu'on n'a pas, il n'y a aucune raison d'aller faire au travail. Donc, vous pouvez avoir volonté d'interdire, par exemple, la pornographie. Mais il faut aussi interdire les trucs qui sont interdits par la loi. On ne navigue pas sur de la pédopornographie, ni au travail, ni ailleurs, mais au travail, vous avez les moyens de l'empêcher. Eh bien, il faut l'empêcher. Il faut empêcher d'accéder à des sites malveillants, à des sites frauduleux. Si jamais vous avez reçu un mail qui se fait passer pour Microsoft pour récupérer votre login, votre mot de passe, on va détecter que c'est un site frauduleux et on va vous empêcher d'aller le donner. Donc ça, c'est important. Ça peut être très pertinent dans certaines activités. Mais on peut aussi imaginer protéger ce qui est exposé sur Internet. Donc, par exemple, si vous avez un site Internet qui peut être une source de vulnérabilité, on peut le protéger. On peut regarder si vos logiciels sont à jour. On peut patcher les vulnérabilités parce qu'il y a des vulnérabilités qui arrivent tous les jours. Donc, il faut comprendre où c'est vulnérable pour comprendre ce qu'il faut dire au prestataire informatique. Qu'est-ce qu'il faut corriger? Il faut tester les sauvegardes. Il faut faire des exercices de gestion de crise. Et on peut monter comme ça en puissance, mais tout ça n'a de sens que selon votre activité, selon votre dimensionnement, selon ce que vous faites, vos sites géographiques, etc., etc. Et tout ça, ça s'appelle un pilotage de risque cyber qui peut aller plus ou moins loin. On peut faire des choses très basiques. Finalement, si vous êtes une petite structure, on ne va pas faire un gros exercice de gestion de crise. Par contre, on va vous sensibiliser et on va vous mettre en place les solutions dont vous avez besoin. Donc ça, c'est important d'identifier ce risque-là dans les risques qu'il faut manager en tant que dirigeant d'entreprise pour être ensuite accompagné pour mettre en place ce qui va bien. J'aime bien donner des tarifs. Alors, évidemment, on peut vous accompagner, DocaPost est là et n'hésitez pas à revenir vers nous. Mais c'est aussi pour démystifier la cybersécurité, pour vous faire prendre conscience que tout ça est accessible. On a des tarifs aux alentours d'une vingtaine d'euros par mois et par poste. Donc, si vous êtes une société de 3 postes, de 3 postes informatiques, pour 50 euros par mois, on arrive à vous sécuriser de manière très pertinente, en filtrant vos mails, en supervisant les équipements de travail, en sauvegardant vos données. Donc, tout ça, il faut se dire que c'est accessible. Le sujet est complexe, le sujet est techniquement très pointu, mais la menace est réelle, le risque est réel pour vous et vous devez comprendre ce risque sur votre société pour mettre en place des solutions accessibles financièrement, techniquement, pour vous protéger. Et donc, finalement, le message que je veux vous passer, c'est que vous êtes un maillon de la chaîne de la cybersécurité. Alors là, j'ai marqué commune, mais d'une entreprise, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Vous êtes un maillon de la chaîne. Et donc, il faut absolument vous sécuriser, prendre conscience. Et donc, quand on a pris conscience, on reste vigilant et en mettant en place des outils de cybersécurité. N'hésitez pas à revenir vers nous. Évidemment, DocaPost peut vous accompagner. On a des solutions à la fois d'accompagnement, mais des solutions concrètes pour protéger vos services, vos systèmes, vos réseaux. À des prix absolument concurrentiels. Et l'idée, c'est vraiment de vous aider à monter cette marche importante qui est complexe, mais qui reste primordiale. Et je fais un lien avec, en Centre Val-de-Loire, je te repasse la parole Isabelle, le centre de réponse à incidents cyber vers lequel vous pouvez vous retourner en cas de problème. Merci beaucoup. Merci Gwenaëlle. Effectivement, je vais réafficher le numéro de cyberréponse, donc qui est le centre de réponse aux incidents de cybersécurité de la région Centre-Val de Loire, hein, que vous pouvez retrouver ici et voilà, qui peut répondre aux différentes questions, aux différents doutes que l'on peut avoir. Et voilà, ça reste intéressant de les contacter. Alors, il y a pas de questions, donc tu as été très clair. Voilà. Je vais tout miser là-dessus. Moi, j'en avais peut-être une, c'est quid aujourd'hui de tout ce qui est capteur, IoT, voilà, ces nouveaux outils qu'on utilise au quotidien dans la cybersécurité. Tout à fait. Eh bien, alors, il y a plusieurs questions dans ta question. L'IoT, c'est quelque chose d'extrêmement important maintenant qui prend une place de plus en plus importante dans les entreprises aujourd'hui. Donc, il faut les sécuriser. Et donc, je le mets pas dans le système d'information administratif, on va dire, mais ça reste des choses qu'il faut sécuriser et qu'il faut prendre en compte. Donc, tout ça est extrêmement spécifique parce que d'une société à l'autre, on va avoir des capteurs et des systèmes très différents. Donc, on est capable aussi d'identifier tous ces systèmes, les reconnaître et savoir comment est-ce qu'on va les sécuriser. Parce que face à ça, les attaquants savent rentrer.
Si vous avez, par exemple, un système, je sais pas moi, un système de caméra qui est connecté à votre système d'information administratif, bah, ce système de caméra, très certainement que le constructeur, il a un moyen de les administrer à distance. Et si le moyen de les administrer à distance, c'est sécurisé par un login et un mot de passe Toto, ça ne marche pas. Les attaquants prennent le contrôle des caméras et les caméras peuvent les intéresser, mais souvent c'est pas ça. Et à partir des caméras, ils rebondissent encore une fois. C'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. Ils vont aller rebondir sur le système d'information et faire une attaque tout à fait classique. Donc ce sont des choses qu'il faut prendre en compte quand on parle de cybersécurité. Merci, je pense que c'était effectivement important de le rappeler. Merci beaucoup. Donc, pour rappel, hein, voilà, donc à nouveau le numéro de Cyberréponse. Et bien, on terminera ce webinaire, donc un petit peu plus tôt que prévu, voilà, du fait qu'il n'y ait pas de questions. Mais je vais rappeler, je vais réafficher ici le QR code qui permet donc d'accéder au questionnaire du Loire Valley Data Hub et de bénéficier d'un accompagnement. Et je le rappelle, ces accompagnements sont financés à 100%, donc sans reste à charge pour l'entreprise qui souhaite en bénéficier. Donc, n'hésitez pas et encore merci à tous. Voilà, donc je rappelle que ce webinaire est enregistré et qu'un lien sera disponible très prochainement.